Stéphane Akwa, qui est chercheur à la Fondation Paul Ango est là. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Et nous allons parler ce matin d'une affaire qui défraie la chronique ici au Cameroun. C'est cette affaire de sextape impliquant le journaliste Martin Kamumim. Que vous inspire-t-elle ? Un sentiment de malaise. C'est un sentiment de malaise que j'éprouve quand on évoque devant moi, quand on m'interpelle sur ce sujet. Je pense à la fois qu'il y a là quelque chose qui est comme le révélateur d'un état de notre société. Non pas que nos mœurs aient été parfaites aujourd'hui et soient désormais à ce point dégradées que nous ayons ces comportements et que nous soyons capables de les afficher, de les publier via les réseaux sociaux. Je ne juge pas sur le prisme suivant ce triptyque, c'était mieux avant, c'est pourri maintenant, il faudrait que ce soit redressé de manière autoritaire, impérative pour demain. Non, mais considérons déjà qu'effectivement il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société, premièrement. Deuxièmement, effectivement, à l'évocation des réactions, des commentaires, d'abord des réactions des intéressés, et ensuite des commentaires de ceux qui observent de près ou de loin cette affaire, il y a là aussi encore ce sentiment de malaise. Les intéressés ont été maladroits et arrogants, ou arrogants et maladroits dans leurs réactions, et ça me gêne, parce qu'effectivement, face à un sujet aussi grave, quand on est accusé de quelque chose d'aussi grave, on doit avoir une certaine hauteur, on doit savoir se mettre en position, non pas de renverser l'opinion publique en sa faveur, mais d'être suffisamment digne pour que justement les choses soient traitées pour ce qu'elles sont et non pas en essayant d'accuser l'autre, de faire porter à l'autre le chapeau de ce qui s'est passé. Assumer ses responsabilités, être capable de s'expliquer honnêtement, cela compte et cela a manqué énormément dans, au moins pour la première partie de cette affaire, ce que l'on sait de ce qui s'est passé. Et puis effectivement, troisièmement, s'agissant des réactions et commentaires du public, à la fois les voyeurs, ceux qui se délectent de ces images, les petits qui sont heureux de voir des grands tomber, tout cela est malsain et m'embarrasse également. Par ailleurs, il y a dans cette affaire, je dirais, tous les clichés de ce que nous vivons au Cameroun en termes de progression dans une société. Progression pour ceux qui s'estiment être au bas de l'échelle et qui voudraient arriver au sommet. Et donc pour certains qui pensent que des stratégies, je les juge aléatoires, mais eux pensent qu'elles sont pertinentes, ces stratégies, soit de suivre le destin, la carrière d'une personne déjà installée, vous savez, la fameuse formule « on est quelqu'un derrière quelqu'un », ceux aussi qui pensent que c'est arriver en haut, en haut du matériel, du pouvoir, de l'arrogance, la manière aussi de ceux en haut du quant à soi, de ceux qui sont finalement dans un clan, dans une forme d'élite ou qui se pensent élite pour écraser les autres ou exploiter les autres. C'est aussi notre société, c'est aussi le Cameroun d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est très positif, en tout cas si on pourra en tirer des éléments pour créer les conditions d'un développement véritable ou d'une forme de progrès que notre société connaîtrait pour que les uns et les autres trouvent leur bonheur dans ce Cameroun. Deuxièmement, il y a aussi, et c'est malheureusement un peu cela, une forme de bourgeoisie dévoyée. Il y a des gens qui ont été en haut il y a très longtemps, ou tout au moins pour quelques catégories que l'on observe, que l'on remarque désormais, dont les parents ont été en haut il y a très longtemps, une sorte de grande famille, de grande fortune, parfois qui vivent cela dans une certaine discrétion. Il n'y a que les sociologues et les observateurs très affûtés qui les repèrent, qui les connaissent et qui sont capables de raconter leurs histoires. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui se targue d'avoir un grand nom, ne pratique pas de grandes choses. Et c'est une triste réalité. Autant les grandes familles, les grandes fortunes ailleurs, les dynasties finalement ont constitué aussi une des raisons d'un développement
d'un progrès général de la société. Je tiens à ces concepts-là parce que justement, de grandes valeurs ont été transmises, des héritages en ce qu'ils constituent une somme d'entreprise, un capital de valeurs et d'actions qui ont été remarquables pour la société. Tout cela contribue à situer un socle, à sédimenter une base à partir de laquelle on peut faire de grands projets. Malheureusement, chez nous, on a l'impression qu'après le grand-père qui a connu la fortune, le fils l'a sans doute fait prospérer, mais qu'ensuite le petit-fils devient, je dirais, un peu moins fidèle aux idéaux de la famille et par ses comportements dévoyés, je dirais comme au quartier, je mets des guillemets, gâte le nom. Et chacun est libre évidemment de faire ce qu'il veut dans son intimité, mais comment peut-on comprendre le soutien de certains hommes de médias notamment et surtout du ministre délégué à la justice Jean Didier Momon? J'avoue que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur et je n'ose imaginer, pour de mauvaises raisons, ce qui aurait pu le pousser à déclarer ce qu'il a osé déclarer. Mais je comprends par contre deux choses. La première, c'est qu'il y a très évidemment une solidarité des puissants. Dans le mécanisme des réactions, on voit bien que ceux qui ont craint à un moment donné pour leurs propres intérêts, qui se disent que eux également pourraient se retrouver dans cette situation, être exposés à la vindicte populaire, voir leur intimité ainsi relevée, ceux-là se sont sentis solidaires des responsables de la situation que nous commentons ce matin. Et par ce réflexe-là, non pas par sympathie ou par communauté d'idées, mais simplement parce qu'ils se sont sentis eux-mêmes possiblement dans cette situation, ils ont réagi en étant solidaires des deux masculins de cette affaire, premièrement. Deuxièmement, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a, oui, finalement, une société qui ne sait pas gérer la part de l'intime et du public. C'est-à-dire des individus qui aiment bien exposer, quand c'est positif, ce qu'ils sont comme individus ordinaires, au-delà des titres, au-delà des fonctions, au-delà des missions. Et les réseaux sociaux sont cette façon-là de rendre publique la vie privée. Et on en use et même on abuse avec délectation quand ça nous avantage. Mais on oublie que ce qui est public une fois le restera pour tout le reste. À partir du moment où vous avez indiqué aux gens le chemin vers votre intimité, vous ne pouvez pas soudainement fermer la porte et dire là maintenant à partir d'aujourd'hui ou pour cet objet-là ça ne vous regarde plus. Et donc on se retrouve piégé. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement certains réalisent que cette façon, et le ministre délégué à la justice a souvent exposé sa vie privée, là où il consomme certains produits, quand il danse devant quelques amis, cela est montré à tout le monde. Mais si on a vu cela, on veut aussi voir le reste. Il a aiguisé notre appétit, justement, et on voudrait savoir ce qu'il fait aussi par ailleurs, s'agissant d'autres sujets, d'autres objets. Et là, malheureusement, cette machine qui s'emballe, aujourd'hui, quelques-uns réalisent que cela peut leur être, on va dire, fatal, en tout cas causer de graves dégâts pour eux également. Et c'est peut-être cette réaction que l'on entend ces jours-ci. Un collectif d'avocats a été constitué pour défendre la jeune Malika. C'est comme cela qu'on appelle cette jeune dame dont l'intimité a été exposée sur ces réseaux sociaux auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Que peut faire la justice dans ce type d'affaires ? Il faudra que les avocats de la demoiselle constituent la matérialité d'un délit, voire même d'un crime. Quand cela relève du code pénal, il s'agit d'un crime. Et donc, trouvent une qualification pour porter des accusations. Je ne suis pas assez pénaliste pour dire s'il existe ou s'il n'existe pas dans notre loi matière à poursuivre des individus qui ont commis des actes et qui les ont diffusés ainsi. Il faudra que ces avocats soient suffisamment habiles, je pense, pour à la fois trouver des bons arguments. Ils en trouveront certainement. Je pense qu'on peut éventuellement leur faire crédit d'une certaine habileté. Mais par ailleurs, il faudra évidemment que soit prête une défense contre les éventuelles attaques et les évidentes, même d'ailleurs, je dirais plus simplement attaques, que subiront leurs clientes.
parce que tout ce qui relève du dénigrement, du déni, que sais-je encore, sera exploité, sera rassemblé au profit de la défense des deux hommes. S'ils sont encore solidaires dans leur défense, c'est un autre sujet. Donc je crois que ce sera sur le plan du droit un exercice non pas délicat, mais un exercice intéressant, parce qu'il faudra trouver les arguments, la procédure, la façon donc de les agencer pour que cette défense soit efficace et qu'effectivement, s'il y a procès, il soit adossé à des éléments de droit pertinents. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 1,4. 1,4, c'est en milliards de dollars, ce que le bois a rapporté au Gabon l'an dernier. C'est-à-dire que ce pays, connu comme étant un émirat pétrolier, je mets des guillemets à émirat si vous préférez, mais dont la richesse essentielle est le pétrole, a réussi à faire du bois une ressource utile et positive, d'autant plus que les principes d'exploitation de ce bois-là au Gabon sont encadrés par beaucoup de contrôles, de certifications et que sais-je encore. Vous connaissez la figure emblématique du ministre gabonais de l'Environnement, ce Britannique venu pour des études au Gabon, faire des recherches et qui désormais est ministre d'un département sensible. Et donc ça me semble intéressant. Il faudrait regarder comment cette économie verte prospère là-bas, chez notre voisin, et nous qui avons également la possibilité de faire du bois un support de notre développement, comment pourrions-nous nous y prendre de façon à ce que les caisses de notre État soient aussi bien remplies que celles de l'État gabonais.